Bonjour à tous et à toutes et bienvenue dans la Critical Légion. Aujourd'hui, je m'adresse aux débutants et à ceux qui regardent nos vidéos sur la chaîne. Parfois, vous nous entendez dire qu'un deck est un Pale Moon, un Royal Paladin ou un Dark Irregular. Mais ça veut dire quoi ces termes? Il s'agit des clans de Cardfight Vanguard. Les clans sont des factions présentes dans les 6 nations du jeu. Elles délimitent les cartes pouvant être jouées ensemble dans un deck dans les formats de jeu rétro et le premium. Le premium étant le format où vous avez le droit de jouer les cartes rétro et les cartes actuelles, celles du format dit standard. Certaines cartes du format standard ont elles-mêmes des clans indiqués dessus. Par exemple, comme celle qui s'affiche à l'écran. Dans le monde de Cray, les clans se livrent une guerre incessante pour asseoir leur suprématie. Chacun de ces clans recherche un commandant capable de les mener à la victoire. Vers qui ils se tournent pour obtenir ce chef? Qui appelle-t-il pour les guider? C'est vous bien sûr. Choisir un clan, c'est pas une tâche facile. Surtout lorsqu'on sait qu'il existe un total de 24 clans dans le jeu. Chacun possède ses propres mécaniques, son esthétique particulière et son histoire. À cela s'ajoutent des forces et des faiblesses qui lui sont propres. En tenant compte de tous ces éléments, les joueurs que vous êtes doivent choisir quel clan ils souhaitent jouer. Si vous souhaitez vous améliorer dans Vanguard et si vous voulez vous intéresser après au format Premium, choisir un clan constitue la première étape de votre aventure. Même pour les joueurs expérimentés, sélectionner un clan principal est important, car le temps investi dans un clan peut conduire à sa parfaite maîtrise. C'est comme avec les jeux de combat, si vous voulez vous améliorer, il va falloir que vous choisissiez un perso et que vous appreniez comment il se joue. Dans cette vidéo, nous allons vous présenter les différents clans avec leur lore, leur mécanique et des exemples de Vanguard rétro et qu'on peut trouver en Premium, ainsi que des Vanguard qui sont des équivalents, ou en tout cas qui sont très inspirés, que vous pouvez donc jouer en format standard. Il peut aussi y avoir certains Vanguard, ça va être plus au niveau de la direction artistique, qu'on a essayé de trouver des équivalents, parce que parfois, mécaniquement, ça n'existe pas encore pour l'instant, au moment où je vous parle. Le but de cette vidéo, c'est pas de vous présenter en détail tous les decks, c'est plutôt de faire une petite liste de decks qui peuvent vous intéresser et vous donner des pistes de recherche si vous souhaitez commencer le format Premium à l'avenir. Angel Feather. Inspirés des anges issus de diverses religions du monde, les membres d'Angel Feather se spécialisent dans la manipulation et l'utilisation de cartes dans votre zone de dégâts. Ils peuvent notamment appeler des unités depuis la zone de dégâts vers l'arrière-garde, échanger des cartes de la main avec celles de la zone de dégâts, augmenter la puissance d'attaque ou de défense selon le nombre de cartes placées dans la zone de dégâts, se soigner et s'infliger des dégâts. C'est littéralement votre deuxième main pour jouer. Dans le lore, l'Institut médical d'Angel Feather est spécialisé dans les soins aux blessés grâce à des technologies avancées et ou de la magie. Neutre dans les conflits, ce clan envoie ses anges partout dans Cray afin de venir en aide aux blessés et aux mourants. Niveau gameplay, le style de jeu d'Angel Feather est principalement défensif, puisqu'il transforme les dégâts infligés par l'adversaire en avantage. Grâce à sa zone de dégâts, qui agit comme une véritable boîte à outils, le clan peut accéder aux cartes dont il a besoin sur le terrain ou en main. Les forces du clan. Excellente défense, car va pouvoir bénéficier du fait de pouvoir proc des drive checks pendant notre main phase. Accès constant à de nombreuses ressources, car le fait de pouvoir choisir ce qu'on met en zone de dégâts et donc envoyer les cartes dessus de notre deck ou de notre cimetière en zone de dégâts permet de les récupérer grâce à nos effets, nos Angel Feather. Grande régularité. Vu qu'il est assez constant sur ce qu'il fait, vous êtes sûr de pouvoir toujours faire quelque chose. On profite des early rush de l'adversaire. C'est-à-dire que dès que notre adversaire va nous infliger des dégâts en début de partie, au final, pour nous, c'est de l'avantage. Et donc, ça permet de punir tous les decks qui sont offensifs en premier tour, donc quand vous n'êtes pas encore sur votre Vanguard de grade 3. Donc punir les offensives précoces. Les faiblesses. Parfois, la mise en place peut être un peu lente. Si on n'a pas de chance sur ce qu'on met en dégâts, d'un seul coup la stratégie va énormément ralentir et donc, même si elle peut être constante, si on n'a pas de chance et qu'on n'a pas les bonnes pièces dans la zone de points de vie, donc dans notre zone de dégâts, le deck ne fonctionne plus. Peut souffrir face à des stratégies très agressives en début de partie. En effet, le deck bénéficie du fait qu'on le tape très tôt,
Mais si vous n'arrivez pas à le défendre et qu'il vous amène déjà à 6 dégâts avec son gradin et son Vanguard de grade 2, donc les stratégies hyper agressives du début, il va pas aimer non plus. C'est un deck qui va vouloir prendre son temps. Comme Vanguard iconique que vous pourriez jouer, moi je peux vous recommander Gavrail et Nociel, qui me semblent être les bonnes portes d'entrée pour découvrir Angel Feather. En standard, qu'est-ce qui se rapproche d'Angel Feather ? Actuellement, on n'a aucun deck qui joue pleinement sur la mécanique de gérer sa damage zone. Par contre, au niveau illustration, on a 2 decks qui semblent s'inspirer de la direction artistique d'Angel Feather. Je parle bien sûr de Rezael et de Blankmeyer Phantom. Sans compter toutes les petites communes qui existent staple génériques qui ne sont pas liées à un archétype qui représente des anges. Aquaforce. Les soldats marins d'Aquaforce cherchent à réaliser plusieurs combats au cours du même tour. Beaucoup de leurs capacités se déclenchent lorsqu'un certain nombre d'attaques ont été effectuées. Dans le lore, Aquaforce est une force militaire navale chargée de protéger les mers et les côtes de Cray contre les catastrophes naturelles, ainsi que les pirates et d'autres troubles de l'ordre public. Même en temps de paix, ces soldats s'entraînent constamment afin de faire de leur mieux face aux futures menaces marines. Niveau gameplay, Aquaforce est un deck très agressif qui mise sur un grand nombre d'attaques afin d'épuiser progressivement la défense adverse. Un de leurs mots-clés s'appelle Wave. Il s'agit donc d'une action, un effet qui peut avoir lieu, à condition que ce soit la bonne attaque et il faut les séquencer. Si un deck a par exemple Wave 3, donc l'unité qui a Wave 3 va devoir être la 3e attaque du tour pour que l'effet s'enclenche. Et ça peut monter à beaucoup plus. C'est des decks qui font facilement 6-7 attaques sans problème. Donc, leur grande force, c'est de faire beaucoup d'attaques par tour, donc d'avoir une forte pression offensive, et la plupart des combos, on peut parler du clan, peuvent souvent démarrer dès le 2e tour, généralement à partir des grades 2. Ils peuvent avoir une excellente agression dès le tour 2, donc c'est un fort avantage. Toutefois, c'est un deck qui est très dépendant de ses rearguards, donc si on joue un deck contrôle qui retire, qui lock ou qui stun, ça va être compliqué. Donc tout ce qui va être le retire chez les dragons, il va pas aimer. Le lock, Link Joker, il va pas aimer. Le stun ou le paralyze, donc de Mega Colony, il va pas aimer. Comme Vanguard, qui me semble intéressant pour le premium, qui me semble un minimum iconique, Maelstrom, vous en avez plein de versions que vous pourrez utiliser en premium pour vous amuser. Et j'aime bien aussi Tavas, qui pour moi représente bien ce que fait la faction Aquaforce. En standard, à l'heure actuelle, vous avez déjà Maelstrom qui existe, il a été adapté au format standard. Vous avez aussi Flagberg, qui était donc le premier deck à faire style Aquaforce en standard. Et nous avons aussi Argo-Sirène. À l'heure où on en est, on n'a même pas encore eu les reveals, mais d'autres decks dans le style Aquaforce devraient arriver. Je pense à Welstra Phantom. Bermuda Triangle. Les célèbres sirènes chanteuses de Bermuda Triangle se concentrent sur le renvoi de leurs arrière-gardes dans la main pour jouer. Et ils font ça soit avant ou pendant les combats. Cette mécanique de rebond-ressort permet de réaliser diverses combinaisons selon les cartes retournées en main. Donc c'est une faction basée sur le renvoi en main. Dans l'histoire, Bermuda Triangle est un groupe d'idoles musicales très populaire dans les profondeurs marines de Cray. Grâce à leur talent pour la magie et le chant, elles attirent des foules immenses à leurs concerts. On raconte que les jours où elles diffusent leur spectacle sont les plus paisibles de toute la planète Cray. Niveau style de jeu, le clan repose essentiellement donc sur le retour de ses propres cartes en main. Cette mécanique est très polyvalente parce qu'elle permet différentes approches durant un même tour et surtout permet de varier les gameplays. Toutefois, comme elle favorise généralement l'accumulation de cartes main, c'est un style qui tend relativement vers la défense. C'est-à-dire que certes vous allez appeler des créatures pour taper, mais vu qu'elles retournent en main, elles redeviennent du shield dans la main, ce qui permet donc de temporiser. Ses principales forces sont donc de pouvoir récupérer facilement ses unités à la main, d'avoir donc une main très volumineuse en cartes,
donc pouvoir facilement obtenir de la défense. Permet aussi d'obtenir plusieurs attaques durant le tour, car après qu'une unité est tapée, si elle est retournée en main et qu'on en rappelle une autre, ça fait une attaque supplémentaire. Et donc c'est un deck qui est très flexible. Ce clan peut partir dans l'agressif, dans le défensif, il est polyvalent. Par contre, sa faiblesse, c'est que souvent ça nécessite d'avoir beaucoup de cartes en main pour pouvoir faire les combinaisons qu'on veut. Et donc ces fameuses combinaisons qu'on peut vraiment appeler des combos, il nous faut telle carte plus telle carte, ça va ramener d'autres cartes et ainsi de suite. Si on n'a pas exactement les bonnes combinaisons, le deck perd un peu en puissance de feu et en puissance défensive, ça devient beaucoup plus limité. On est vraiment sur quelque chose de très combo. Comme Vanguard qui pourrait être intéressant de chez Bermuda, je pense à Rivière, je pense aussi à Ange, et je pense aussi à Prisme. Si vous vous intéressez un peu à la faction Bermuda, en premium, n'hésitez pas à partir sur l'un de ces 3 decks. En standard, Bermuda est bien représenté. Après tout, Bermuda a littéralement eu une nation à elle seule, il s'agit de l'Irical Monasterio. Et donc des decks qui vont jouer sur le renvoi en main, on va retrouver Prisme, qui a été adapté aussi en standard. Vous allez avoir Kairi, Chris Rain, ainsi que Marlene. Et plein d'autres encore. Dark Irregular. Inspiré de monstres et de démons issus des mythes et légendes, Dark Irregular cherche à accumuler un grand nombre de cartes dans la Soul, on va l'appeler l'âme, afin d'obtenir des bonus de puissance et des capacités spéciales. Ces capacités peuvent notamment permettre de retirer des rearguards adverses, de gagner des crits supplémentaires, d'accéder à davantage de Soul, et carrément pouvoir ride depuis la Soul, et donc changer de Vanguard, comme ça. Dans le lore, les membres de ce clan sont des êtres possédés par des forces surnaturelles ou transformés par des sciences et des magies interdites. Rejetés par la majorité des habitants de Cray, ils vivent selon un simple principe, la puissance fait la loi. Pour eux, toute méthode est justifiée dès lors qu'elle permet d'obtenir un avantage et du pouvoir. Souvent engagés comme mercenaires pour survivre, les plus puissants de ce clan se sont organisés sous une aristocratie démoniaque et vampirique. Niveau style de jeu, Dark Irregular est un clan très offensif. Cependant, il a besoin de temps pour remplir sa soul avant d'atteindre son plein potentiel. Une fois préparé, il peut générer une puissance d'attaque si élevée que l'adversaire devient incapable de se défendre efficacement. Ses points forts sont donc des attaques extrêmement puissantes, une grande capacité à générer de la soul, peut forcer l'adversaire à dépenser énormément de cartes pour se protéger face à des attaques aussi fortes, et donc certaines attaques deviennent pratiquement impossibles à bloquer. Sa faiblesse par contre, défensivement, c'est relativement faible. La seule chose qui est défensive dans le clan, c'est que certaines unités ont les marqueurs protect, donc peuvent gagner des sentinelles ou des petits shields en plus grâce à ces marqueurs. Mais sinon, il est très orienté attaque. Le deck a très peu de cartes en main. Souvent, les cartes vont soit être placées sur le terrain, soit mises en soul. Et l'autre point faible, c'est que le fait de soul charge, donc de prendre les cartes du dessus du deck et de les mettre dans votre soul, si on fait ça de façon importante, eh bien, on va avoir certains triggers qui vont partir dans la soul, donc on va pas pouvoir les enclencher. Et surtout, ça nous rapproche du deck out, le fait de n'avoir plus aucune carte dans son deck. Et quand on n'a plus de cartes dans son deck, on perd la partie. Donc, c'est vraiment grosse attaque, mais c'est gros risque, grosse récompense le deck. Comme Vanguard que je peux vous conseiller en premium et donc qui me semble un peu iconique, déjà NLK, No Life King Death encore. Je pense aussi à Gasti, je pense aussi à tous les Amon, et je dirais en dernier Charot Vampire. En standard, vous voulez du Dark Irregular, il y en a plein. Barrow Magnus, Dragewell, Blankmeyer, Favernil. Il y a Amon qui va arriver d'ici quelques mois aussi en standard, à l'heure où j'écris cette vidéo. Donc, vous avez du choix. Si vous aimez déjà ces gameplays en standard sur ces Vanguard que j'ai cités, vous allez adorer passer sur du premium avec Dark Irregular. Dimensional Police. Là où se cachent des criminels et des forces maléfiques dans les étoiles, les super-héros et les robots géants de Dimensional Police sont présents pour les arrêter.
ce clan se concentre principalement sur 2 stratégies, donner beaucoup d'attaques à son vanguard ou baisser l'attaque du vanguard adverse. Le principal, il faut être plus fort que l'adversaire, c'est tout. D'un point de vue du lore, son histoire, c'est qu'à travers l'univers connu, les monstres cosmiques cherchant à envahir d'autres mondes ont toujours été poursuivis par les héros de la Dimensional Police. Bien que héros et monstres de ce clan aient longtemps été ennemis, ils ont mis leurs différends de côté pour protéger Cray lorsque des menaces ont failli détruire la planète. Niveau gameplay, Dimensional Police adopte un style agressif centré sur le Vanguard. Tout est pour le Vanguard. L'objectif est de rendre les attaques du Vanguard tellement puissantes que l'adversaire soit contraint à dépenser une grande quantité de défense pour survivre. La force de ce clan repose sur le fait d'être peu dépendant au rearguard. Tout est mis dans le Vanguard. Vos rears, c'est des petites pichenettes à côté. Donc ça permet de résister aux stratégies qui contrôlent le terrain. Donc on revient sur tout ce qui va être Link Joker, Mega Colony, voilà. Le Retire, ça on s'en contrefiche avec Dimensional Police. Et donc l'autre force, c'est que vu qu'on a concentré toute la puissance sur une seule unité, c'est très difficile de défendre l'attaque du Vanguard. Par contre, sa faiblesse, c'est donc que les rearguards sont souvent pas très puissantes. Donc si vous avez des attaques rear, elles vont pas être dangereuses. Et si l'adversaire parvient à bloquer le Vanguard, le reste du terrain, c'est clairement pas une menace. Et donc comment on vient à bloquer un Vanguard de Dimensional Police? Tout simplement avec des sentinelles. Si on PG l'attaque donc de votre Vanguard, le reste ne fait pas très peur. Si vous vous intéressez à Dimensional Police, vous pourrez partir, si vous voulez faire un peu de premium, sur Daiyusha, donc aussi Daikaiser, Grand Gallop, Dailiner ou Galactic Beast Zeal. En standard, on a quelques Dimensional Police. Déjà, on a eu l'adaptation de Daiyusha et Daikaiser, avec les 2 Dimensional Robots et la Légion. Je dirais aussi que Impolio est un bon Dimensional Police. Et nous avons aussi Silhouette, qui, à force de concentrer toute la puissance sur le Vanguard, est aussi inspiré de Dimensional Police dans le gameplay. Gear Chronicle. Voyageurs venus d'une autre époque, les unités de Gear Chronicle sont inspirées de l'univers steampunk. Le clan repose principalement sur 2 mécaniques. Le Time Leap, donc c'est le fait de remplacer une unité par une autre du deck avec un grade supérieur. Vous avez une unité de grade 2 sur le terrain, vous la bannissez. Vous jouez depuis votre deck une unité de grade 3. L'autre mécanique va être de retourner les cartes de l'adversaire au fond du deck. Et la dernière mécanique, ça va être de gagner des tours supplémentaires. C'est littéralement le passe ton tour du Ono, mais dans Vanguard. Niveau histoire, Gear Chronicle est une armée capable de traverser l'espace et le temps, gouvernée par de puissants Gear Dragons. Après l'invasion de Cray par les Link Joker, une faille temporelle a permis à ce clan d'entrer dans ce monde. Les habitants de Cray restent méfiants envers eux car leurs véritables intentions demeurent inconnues. Au niveau du style de jeu, Gear Chronicle excelle surtout en fin de partie grâce aux capacités liées au Generation Break et au Stride. Il faut savoir que Gear Chronicle est un clan qui a été inventé pour l'anime Vanguard G, au moment où les G-Units sont arrivés dans le jeu. Donc c'est un clan qui, dès le départ, tourne autour donc des G-Units. Niveau force, c'est l'un des decks qui utilise le mieux la mécanique de Stride, de tout Vanguard. C'est un clan très polyvalent. Le Time Leap est un véritable outil pour combiner des stratégies. C'est une boîte à outils, parce que le fait de renvoyer une carte dans le deck pour en appeler une de niveau de grade supérieur n'est bloqué sur aucun archétype, n'est bloqué sur aucun Vanguard, techniquement. Donc vous pouvez appeler facilement des staples qui sont liés à aucun archétype grâce à ça. Donc des cartes qui sont littéralement des boîtes à outils qui sont pas cherchables normalement, là le deviennent grâce à Gear Chronicle. Et donc ça permet d'avoir plein de moyens différents pour gagner. Vous pouvez la jouer contrôle, vous pouvez la jouer gros tour final en essayant de sauter le tour adverse, vous pouvez jouer multi-attaque, il y a plein de choses possibles. Niveau faiblesse, le Stride étant une mécanique qui apparaît à partir du moment où notre Vanguard est au grade 3 et si l'adversaire est au grade 3, donc c'est un clan qui est lent au début. Les débuts de partie sont relativement faibles, on tape pas beaucoup, on tape pas si fort que ça. Par contre, notre tour 3, notre tour 4, notre tour 5 sont impressionnants. On dépend fortement de l'accès au grade 3 et aux mécaniques avancées
Donc on dépend fortement donc d'accès au stride pour pouvoir vraiment jouer. Et donc c'est un deck, vu qu'il joue principalement en fin de partie, il va être sensible aux decks qui sont très agressifs en début de partie. Gear Chronicle vous intéresse? Eh bien, en premium, vous pourrez partir sur Chrono Jet Dragon, évidemment, le deck principal de Gearcro. Vous pourrez aussi essayer les Steam Maiden, ou sinon, du côté des Zodium Tank Beast avec Chronofang. En standard, nous avons aussi des Gear Chronicle. On a Chrono Jet qui a été adapté, avec sa version Icon et aussi sa version Crest. Nous avons aussi Crowwind, ainsi que Lielodium, qui sont des bons représentants du clan. Genesis. Genesis s'inspire des mythologies grecques, romaines et scandinaves. Son gameplay repose sur la création et la consommation de la soul afin de déclencher des puissants effets, comme du gain de puissance, le fait de réengager son vanguard ou ses rearguards. Donc les stands, ça va aussi être la restriction de garde pour rendre ses attaques difficiles à bloquer, ou la pose de marqueur depuis notre soul. Au niveau du lore, après l'invasion de Link Joker, un groupe de prêtresses prophétiques fonda Genesis, afin de combattre les envahisseurs. Avec le soutien de United Sanctuary, l'ancien nom de Keter Sanctuary, l'organisation devint une force majeure de défense. Après la guerre, Genesis évolua en une entreprise indépendante spécialisée dans la sécurité et le combat. Genesis est un clan très flexible au niveau du gameplay. Donc, selon le Vanguard que vous jouez, selon l'archétype que vous jouez, il peut être très offensif, très défensif ou équilibré. Dans tous les cas, le point central chez Genesis, c'est la soul. Donc, en force, c'est un clan très polyvalent, qui convient à de nombreux styles de jeu, et la soul étant une mécanique fiable du moment qu'on arrive à bien la charger. C'est la faiblesse par contre, c'est que le soul charge est aléatoire. On prend les cartes de notre deck, on n'est pas certain d'avoir exactement ce qu'on veut en soul. Le risque d'envoyer des cartes importantes en soul, voire des triggers, elle est aussi grande, ce qui fait qu'on va pouvoir moins compter sur les triggers en partie. Et donc, parfois, on va pas pouvoir jouer parce qu'on dépendait fortement d'une carte clé que on n'a pas eu en main, mais malheureusement, dans la soul. Et qui dit deck qui soul charge énormément, dit deck qui peut se vider énormément et donc potentiellement perdre si notre deck est vide. En tant que Vanguard iconique qui pourrait être utilisé en premium, j'en vois plusieurs. Déjà, je vois tout ce qui est autour de Minerva et les Regalia. Pour moi, c'est le plus iconique dans Genesis. Mais vous avez aussi Fenrir, qui est un deck plutôt fort. En tout cas, quand il est en premium, on l'a beaucoup vu. Nous avons aussi Astral Poet avec Uranus. Et nous avons aussi Emiko. En standard, à l'heure actuelle, on n'a pas beaucoup de représentants de Genesis. On n'en a que deux. On a l'adaptation en standard de Minerva avec Regalia. Et nous allons avoir donc le deck Shin Icon, donc avec Uranus, Astral Poet et Valkyrion. Grand Blue, composé de pirates morts-vivants, zombies, squelettes, vampires. Grand Blue exploite principalement donc la drop zone, votre cimetière, pour jouer. Le clan envoie les cartes du deck au cimetière et ensuite invoque des unités depuis la drop zone, depuis le cimetière. Originaire de Magellan-Nika, Grand Blue est une coalition de bandes de pirates sillonnant les mers de Cray. Au fil du temps, plusieurs équipages se sont regroupés sous cette bannière. Certaines de leurs flottes disparaissent parfois dans une mystérieuse région où se trouverait leur quartier général secret. Au niveau du style de jeu, Grand Blue est considéré comme un clan boîte à outils grâce à l'accès quasi permanent aux cartes qui sont dans votre drop. Le clan peut détruire des unités adverses, piocher, réutiliser les cartes donc, qui sont en drop comme ressources, donc constamment maintenir une présence sur le terrain. Vous gérez son terrain, vous inquiétez pas, il le reconstruit au prochain tour. Et donc il peut trier son deck et envoyer ce qu'il veut au cimetière pour garder ensuite les triggers dans le deck. Donc c'est un deck qui n'a pas de risque de peu toucher ses triggers vu qu'il va faire le tri. Ses forces sont donc une excellente capacité de recyclage, un accès constant à ses unités principales, une grande flexibilité et cette mécanique de meule qui accélère donc la préparation de son game plan. La faiblesse, c'est donc le risque de se deck out, donc de ne plus avoir de cartes dans le deck et donc de perdre sur cette condition.
et donc il doit constamment surveiller le nombre de cartes qui lui restent dans le deck. Comme Vanguard que vous pourriez jouer en Premium, je peux vous parler de Night Rose, de Ghostly Leader Beatrice, de Cocytus, ou sinon de Seven Sea avec Night Mist. En standard, nous avons déjà quelques decks Grand Blue. Nous avons Night Rose version standard qui a été adaptée, nous avons Deep Lands, ainsi que Zorga. Great Nature. Malgré leur apparence souvent amusante ou innocente, les étudiants et professeurs animaux de Great Nature peuvent renforcer leurs unités de plus de 4000 de puissance en échange de leur retrait ultérieur. Ils sont aussi connus pour un autre mot-clé qui s'appelle Success, qui leur permet de débloquer un effet à partir du moment où leur puissance d'attaque dépasse un certain seuil. Dans l'histoire, l'université Great Nature rassemble les plus grands chercheurs de Cray. Ses étudiants et ses enseignants explorent tous les domaines possibles afin d'approfondir leur compréhension du monde. Niveau style de jeu, c'est un clan qui repose sur la gestion des ressources. Lorsqu'une unité est retirée, le joueur reçoit souvent une compensation. Soit il peut piocher une carte, soit il peut counter-charge, soit il peut soul charge ou un autre avantage, comme donner de l'attaque à une autre unité. Ces remboursements permettent fréquemment d'obtenir davantage de ressources que celles investies. Donc oui, je perds mes cartes sur le terrain, mais j'en récupère d'autres, ou en tout cas je récupère un avantage pour l'avoir fait. Donc niveau force, ce deck génère beaucoup de card advantage, parce qu'il permet de beaucoup piocher. Il permet aussi de créer des colonnes très puissantes, grâce au fait qu'ils se donnent des bonus d'attaque entre eux. C'est un deck donc qui est très libre dans sa construction. Il est très flexible, il y a plein d'unités que vous pouvez jouer, et donc vous pouvez faire votre version de Great Nature. Niveau faiblesse par contre, un deck qui dépend beaucoup de ses rearguards. Le Vanguard n'est pas la star de Great Nature, c'est vraiment les rires, et donc ça le rend sensible au lock, au retire, au paralyze. En tant que Vanguard Premium, qui pourrait être intéressant si vous voulez commencer à étudier Great Nature, je dirais Big Belly, Léopald ou Chat Noir. En standard, on n'a pas pour le moment de deck adapté de Great Nature, mais si les arts d'animaux vous plaisent, il y a Magnolia qui existe. Pour la mécanique autour du fait de retirer ses cartes et donner du card advantage ou des effets par rapport à la puissance nécessaire pour que l'unité gagne un effet, en tant que rire, il y a She-Built qui existe, même si on est chez Dragon, et je dirais aussi Mediel, qui tourne un peu sur cette mécanique à la Success. Gold Paladin. Né après la chute de Royal et Shadow Paladin, les Gold Paladins incarnent l'espoir de United Sanctuary. Leur spécialité consiste à invoquer des unités directement depuis le dessus du deck, générer rapidement un terrain, et donc préserver les cartes en main pour la défense. A l'origine, Gold Paladin était une armée improvisée composée des survivants des factions Royal et Shadow Paladin. Malgré un départ chaotique, elle devint une force disciplinée chargée de défendre United Sanctuary durant ses heures les plus sombres. Niveau gameplay, Gold Paladin cherche à remplir rapidement son terrain sans utiliser des cartes de la main. De nombreuses cartes permettent d'invoquer directement depuis le deck d'autres cartes, de renforcer les autres rires, et augmentent la puissance du Vanguard selon le nombre d'unités présentes sur le terrain. Donc leur point fort, c'est de créer un terrain complet presque gratuitement, en partant d'une carte. C'est un bon équilibre entre attaque et défense, tout simplement parce que si j'arrive à construire un terrain sans utiliser ma main, j'ai à la fois l'attaque, parce que j'ai mon terrain rempli, mais j'ai pas utilisé ma main, donc j'ai du shield, j'ai de la défense en main. Et donc, préserver ses ressources en main, ça peut être utile pour pouvoir temporiser. La faiblesse par contre, c'est que les invocations depuis le deck sont souvent aléatoires. Si vous invoquez depuis par exemple le dessus du deck ou depuis le top 2, le top 3 dessus de votre deck, vous savez pas ce que vous allez avoir. Donc parfois vous allez tomber sur 3 triggers. Mince, je vais devoir jouer un trigger. Et donc on peut appeler des cartes qu'on préférerait conserver dans le deck ou en main. Donc parfois vous allez invoquer un trigger, une perfect guard, parfois vous allez invoquer une unité qui malheureusement peut pas faire son effet parce qu'il nous manque une condition. Mais ça permet d'aggro très tôt. Comme deck en premium que je peux vous proposer, essayez par exemple de partir soit sur Ezel, sur Gurguit, sur les Libérators, ou sinon on a aussi Spectral Duke Dragon, qui est un Vanguard intéressant de Gold, qui se la joue un peu plus Shadow. En standard, il y en a plein des decks qui s'inspirent de Gold. On a Ezel qui a été adapté en standard. Pour moi, le plus Gold
il s'agit de Halden. Vous avez aussi Amveld, le vanguard de promo de Keter. Il y a Solreron, qui en partie goal avec le fait qu'il appelle des cartes sur le terrain depuis le dessus de son deck. On a aussi Belfiore, qui est un deck qui ressemble beaucoup à du Gold Paladin. Kagero. Kagero est le clan d'élite militaire du Dragon Empire. Composé principalement de dragons de feu et de chevaliers dragons, sa mécanique emblématique consiste à retirer les arrière-gardes. Donc on retire les rears. Ça permet de réduire leurs ressources et leur présence sur le terrain. Dans l'histoire, formée de dragons, de dragonniers et de dragoroïdes, cette armée est devenue la force militaire la plus puissante de Krei. Sa puissance repose sur les dragons de flamme qui la dirigent, ainsi que la technologie humaine qui va renforcer les troupes présentes autour des dragons. Niveau style de jeu, Kagero cherche à obtenir davantage de cartes en supprimant les ressources de l'adversaire. La mécanique de retirer permet d'éliminer les unités importantes du terrain adverse, ralentir les stratégies dépendantes des rearguards, obtenir l'avantage sur la main, parce qu'il va être obligé de recall au prochain tour, donc il aura une main plus réduite. Sa force, c'est une excellente capacité à contrôler le terrain, retirer donc des unités qui peuvent présenter des menaces, et donc permet d'avoir une grande régularité grâce aux nombreuses cartes de tuto et de filtrage. Dernier avantage, le Vanguard généralement peut taper plusieurs fois. Sa faiblesse par contre, les decks qui ne vont pas dépendre des rearguards, le fait de retire ça va pas être très utile, et donc les stratégies orientées sur le Vanguard uniquement vont très facilement mettre à mal Kagero. Par exemple, Dimensional Police. En tant que Vanguard iconique, il y a bien sûr The Vanguard Draconic Overlord. On a aussi Vortex Dragon, et on a aussi Draconic Blade Master, qui me semble être de bonnes portes d'entrée pour s'intéresser au clan. En standard, nous avons Overlord qui est présent, en particulier la dernière version, la version Icon, qui est un excellent deck pour jouer et pour avoir une idée de ce que peut donner Kagero en standard. Vous avez bien sûr Varga, qui est l'héritier de Kagero, je trouve, d'un point de vue mécanique. Et en dernier, je mettrai Wirbel comme recommandation standard si vous êtes intéressé par Kagero. Link Joker. Venu des profondeurs du cosmos, Link Joker est célébré pour deux mécaniques uniques, le lock et le delete. Le lock, ça permet à une rear qui est sur le terrain adversaire ou sur notre terrain d'être verrouillée et placée face cachée sur le terrain. Elle devient donc inutilisable jusqu'à la fin du tour suivant de son propriétaire. Et le delete, ça permet de changer le Vanguard adverse face cachée pour voir sa puissance réduite à 0 jusqu'à la fin du tour suivant. Dans l'histoire, Link Joker était une faction qui avait tenté de prendre le contrôle de la planète Krei. Suite à leur échec de conquête, Link Joker s'est reséparé en 3 petites factions. Les Starvaders, spécialisés dans le lock, les Deletors, spécialisés donc dans le delete, et les Messiah, qui lock, mais au lieu de lock le terrain adverse, lock son propre terrain, pour gagner des attaques supplémentaires. Les deux premières continuent leur croisade cosmique contre toute forme de vie, tandis que les Messias sont devenus une nouvelle forme d'existence née sur Krei. Selon laquelle des 3 petites factions de Link Joker vous jouez, le style de gameplay va être très différent. Mais le principe, c'est quand même de reposer sur perturber le terrain adverse. Donc c'est un clan qui cherche à réduire les possibilités d'action de l'adversaire, contrôler le rythme de la partie, affaiblir les attaques ennemies. C'est donc un deck qui excelle sur le contrôle, le lock réduit considérablement le nombre d'attaques adverses, le delete affaiblit fortement le Vanguard ennemi, et ça peut neutraliser certaines capacités dont les decks sont dépendants de leur Vanguard grâce au delete. Toutefois, le deck a quand même des faiblesses, il n'est pas très efficace contre les decks dépendants des rears si vous lockez. Le delete peut être annulé par un nouveau ride ou un stride, donc un deck qui va avoir beaucoup de grade 3 à ride ou qui joue autour du stride, il va avoir du mal à jouer. Et les capacités les plus puissantes de la faction arrivent très tard dans la partie. Les cartes qui permettent de lock énormément ou de delete et de garantir un delete efficace arrivent très tard. Si vous vous intéressez à Link Joker, en premium, on peut par exemple partir autour de Chaos Breaker Dragon. On peut aussi partir autour de Alter Ego Messia. On peut aussi choisir Nebula Lord Dragon
ou Omega Glendios. En standard, on va retrouver Messia qui a été adapté, Chaos Breaker Dragon va pas tarder à être adapté d'ici les mois qui suivent, Artisaria, ça a beau être une lyricale, elle tourne autour de la mécanique de lock, il s'agit du premier deck à lock l'adversaire en standard, il a donc sa place dans les Link Joker, et je dirais quand même que le deck prison, Aurora Battle Princess, est une version étrange, mais si vous aimez les gameplays donc de contrôle, la mécanique prison peut vous satisfaire en standard. Mega Colony. Mega Colony est un syndicat criminel de craie composé exclusivement d'insectes. Sa mécanique principale est le stun ou paralyze. Une unité étourdie qui ne peut pas se réengager durant la stand phase du tour suivant. Donc ça limite les attaques et ça empêche l'adversaire de pleinement jouer. D'un point de vue de l'histoire, donc réputé pour ses activités criminelles, Mega Colony envahit les autres nations afin de s'enrichir. Le vol, le pillage, la contrebande, l'extorsion, c'est le quotidien de Mega Colony. C'est un style de jeu vraiment orienté contrôle. Le clan cherche à réduire le nombre d'attaques de l'adversaire en paralysant les rears adverses, donc à les immobiliser, donc qu'elles ne puissent pas intercept, qu'elles ne puissent pas taper, et profiter des unités qui sont reposées ou étourdies pour gagner en force de frappe. C'est un deck qui a une excellente défense, indirecte, par le fait de réduire l'offensivité de l'adversaire. Et le fait de pouvoir transformer ces effets défensifs en puissance offensive est aussi un avantage. On va pouvoir soit retirer des cartes paralyse pour amener des unités chez nous, soit nos unités vont gagner des effets en fonction du nombre de cartes qui sont paralysées sur le terrain adverse. C'est vraiment, plus j'ai contrôlé, plus je suis fort. Par contre, c'est un deck niveau faiblesse qui est relativement lent. Il manque généralement d'un finisseur, d'une attaque qui tue, dans le sens où, oui, ça tape, mais l'attaque finale qui permet de mettre le 6ème dégât, on l'a pas forcément. Et donc les decks qui vont générer beaucoup d'avantages, que ce soit du card advantage ou de la ressource, vont pouvoir facilement remplacer les unités étourdies. Donc un deck, par exemple, qui peut refaire un terrain facilement, il aura juste à appeler ses unités par-dessus les unités paralyse, et ça lui permet quand même de taper. Niveau Vanguard iconique, pour moi, il y a Gridora, donc la reine de Mega Colony. Je parlerai aussi par exemple de Intimidating Mutant Darkface ainsi que de Girafa. En standard, on a quelques Vanguard qui s'inspirent un peu de Mega Colony, même si la mécanique de Paralyze n'est pas encore la plus présente. Il y a quelques unités de Stoicheia qui l'ont, mais c'est jamais la stratégie principale des decks. Pour moi, en inspiration de Mega Colony, nous avons Lévidras avec ses Infinity Eye Marker, Toei Arja avec ses Codex, et Lascaria avec ses Blitz Order. Murakumo. Inspiré du folklore japonais et des ninjas, Murakuro est spécialisé dans la création de copies temporaires de ses unités. Ces clones apparaissent pendant le tour, puis retournent généralement dans le deck à la fin de celui-ci. Au niveau de l'histoire, Murakumo est une division de ninja dragon qui est chargée de la défense secrète, contrairement à Nubatama qui privilégie l'espionnage. Murakumo va se concentrer sur la protection directe du royaume depuis les ombres. Niveau style de jeu, le clan reproduit des unités déjà présentes sur le terrain afin de multiplier les attaques, payer les coûts de certaines capacités et créer rapidement un terrain complet. C'est donc un deck qui génère facilement un terrain offensif tout en préservant les cartes de sa main. Souvent les clones retournant dans le deck, ils sont moins vulnérables aux formes de contrôle et donc c'est un deck qui peut faire plusieurs attaques tout en étant protégé de Link Joker et Mega Colony. Au niveau des faiblesses, on a besoin d'au moins une unité présente sur le terrain pour lancer les copies. Et donc, il peut être vulnérable aux effets qui retirent ou lock avant que le clonage ait lieu. Et donc, ça peut nécessiter parfois un peu plus de ressources pour construire un terrain si on est contrôlé ou qu'on a une mauvaise main. En Vanguard que je peux recommander chez Murakumo, nous avons Yasue, Tenma, Yakivog, Shirayuki ou Hyuga. En standard, il n'y en a qu'un seul qui pour moi fait vraiment Murakumo, il s'agit de Megalonozuchi. Narukami. Narukami est composé de dragons de foudre spécialisés dans la destruction du terrain adverse. Le clan est connu pour détruire massivement les rearguards adverses, attaquer directement certaines positions et bannir les unités détruites afin d'empêcher leur récupération. Au niveau de l'histoire, Narukami est l'une des principales armées du Dragon Empire aux côtés de Kagero. Lorsque plusieurs clans furent scellés durant certaines périodes de crise, c'est Narukami qui a pris temporairement le rôle principal de force offensive du Dragon Empire, principalement quand Kagero avait disparu. Niveau style de jeu, Narukami, c'est de l'agressivité pure. Comment il fait ça ? En détruisant les formations adverses.
il affaiblit les capacités ennemies, réduit la qualité des attaques adverses et augmente souvent sa propre puissance. Comment il peut faire ça? Grâce à ses forces, il peut anéantir un terrain entier via du retire, du bannissement, il combine contrôle et agressivité, car souvent il va gagner de la puissance pour chaque carte bannie, et il réduit considérablement les options de l'adversaire. S'il n'a plus rien sur son terrain, il a moins d'options pour se défendre ou pour jouer au prochain tour, car il va devoir reformer son terrain de nouveau. Par contre, niveau faiblesse, c'est un deck qui coûte très cher en ressources. Il y a beaucoup de cartes qui coûtent des counterblast. C'est un deck, pour jouer, il dépend de la présence d'unités sur le terrain adverse. Si on joue un deck qui est orienté sur le Vanguard, ou qui va sacrifier ses unités ou les faire quitter le terrain après qu'elles aient tapé, par exemple en les renvoyant dans le deck, en les retire ou en les plaçant en soul, forcément, le clan va avoir plus de difficultés à jouer son style de jeu qui est de raser le terrain. Au niveau des Vanguard, si vous êtes intéressé donc par la faction, je peux vous recommander Vanquisher, Vermilion, les Éradicators, les Brawlers avec Big Bang Knuckle. En standard, on en a plusieurs. On va avoir Brawler qui a été adapté, on va aussi avoir Vermilion qui a aussi été adapté. Vous allez retrouver Grandiva, Alphard Phantom et Virgila. Neo Nectar. Neo Nectar est le clan de la croissance et de la prospérité. Sa mécanique principale consiste à invoquer des unités ayant le même nom que celles déjà présentes sur le terrain. Et sinon, c'est la génération de jetons plantes. Cette capacité permet de remplir rapidement le terrain, d'activer de nombreux effets liés à l'arrivée d'une unité sur le terrain, et donc de générer beaucoup de bonus de puissance d'attaque. Dans l'histoire, Neo Nectar est donc composé de plantes intelligentes, de dryades et de bio-organismes végétaux. Neo Nectar se consacre à la culture et à la distribution de ressources agricoles de craie. Ses membres cherchent à protéger la nature et à favoriser l'épanouissement de toute forme de vie végétale. Neo Nectar est un clan très offensif. Grâce à sa capacité de se dupliquer, une seule carte peut parfois suffire à reconstruire tout un terrain. Selon les unités copiées, le clan peut accumuler de la puissance, obtenir des attaques supplémentaires, générer de l'avantage en cartes avec du counter-charge, de la pioche, etc., etc. Au niveau des forces, donc c'est un deck qui peut faire des colonnes extrêmement puissantes, qui développe rapidement un terrain, que ce soit par ses tokens ou par l'appel d'unités déjà présentes. Donc ça permet de créer des tours très explosifs, mais il peut aussi jouer sur la durée. Car après tout, les plans de tokens, ce n'est pas dans le deck, donc ça permet d'avoir de la ressource d'attaque sans user sa main ou son deck. En faiblesse, c'est un deck dépendant des rearguards. Donc si on est dépendant des rearguards, Link Joker, Kagero, Narukami sont des clans qui vont nous manger tout cru. Et surtout, comme faiblesse, il doit soigneusement réfléchir à ses ressources, car chaque unité n'existe qu'en maximum 4 copies. Donc si on perd 3 copies d'une carte et qu'on veut en mettre 2 sur le terrain, ça va être difficile. Comme Vanguard, qui peuvent être intéressants chez Neo Nectar, en premium, je peux vous parler de Asha, de Inès ou des Mousquetiers. En standard, si vous vous intéressez à Neo Nectar, vous allez pouvoir jouer Roroa, Lianorn, Estation ou encore Nanaclear. Nova Grappler. Nova Grappler est un clan de catcheurs robotiques passionnés par le combat. Sa spécialité est de redresser, réengager ses unités après une attaque, multiplier les assauts, submerger l'adversaire sous une avalanche d'attaques. Dans le lore, les combattants de Nova Grappler constituent l'une des principales sources de divertissement de la région de Stargate, qui est l'ancêtre de Brandgate. Bien que beaucoup soient des robots, il y a des combattants de toute origine qui peuvent participer au tournoi des Nova Grappler, en utilisant aussi bien la technologie que la magie. On y retrouve aussi des aliens, des créatures plus ou moins humanoïdes. Niveau style de jeu, Nova Grappler cherche à infliger un maximum de dégâts en un seul tour grâce à ses multiples attaques. Les unités qui se redressent gagnent souvent de la puissance supplémentaire, des nouvelles capacités ou la capacité de re-attaquer ou donner des attaques supplémentaires à d'autres camarades. On est donc sur un deck extrêmement offensif, qui peut atteindre 5-6 attaques par tour minimum. Une pression constante dès les premiers tours avec ses multi-attaques, ce qui force souvent l'adversaire à se défendre très tôt. Mais donc, vu qu'on va placer plein de cartes très tôt pour jouer et faire plein d'attaques, ça veut dire qu'on a une défense limitée, parce que ça nous demande beaucoup de ressources de la main pour attaquer. On est un deck qui dépend de nos rearguards, donc on est sensible au retire, au lock, au paralyze. Niveau Vanguard, chez Nova Grappler, vous allez avoir Victor, Ashura Kaiser, Beast Deity, tout ce qui est les Blau, avec Blau Kluger et tous les autres Vanguard de Blau, et pareil aussi avec les Riser. En standard, qu'est-ce qui peut représenter Nova Grappler ? Si vous voulez rester en standard et que la faction vous intéresse, je vous recommande Rotovisor, Avantgarda ou Astrum.
Nubatama. Nubatama est un clan d'assassins et d'espions spécialisé dans la perturbation des ressources adverses. Ses mécaniques principales consistent à faire défausser des cartes à l'adversaire, bannir les cartes depuis la main ou le terrain, et donc jouer autour du bannissement. Comme Murakumo, Nubatama, c'est une division de ninja du Dragon Empire. Toutefois, son rôle principal est l'espionnage et le renseignement. Ses membres sont prêts à tout sacrifier pour accomplir leur mission. Au niveau du style de jeu, Nubatama joue souvent de manière défensive jusqu'à préparer un tour décisif. Le clan cherche à réduire progressivement les ressources adverses, en retirant des cartes de la main, du terrain, doucement, pour créer des situations sans issue et pouvoir à ce moment-là préparer une offensive finale difficile à arrêter. C'est un clan qui va mettre beaucoup de dilemmes. Vous allez devoir choisir entre je perds des ressources ou je perds des ressources. Globalement, c'est ça. C'est qu'est-ce que tu es prêt à perdre. On impose des choix à l'adversaire. Comme avantage, c'est donc un clan très adaptable, qui a une excellente capacité à créer des choix perdant-perdant pour l'adversaire. Il peut percer même les défenses les plus solides lorsqu'il a préparé sa stratégie. Par contre, en faiblesse, c'est que les conditions de victoire vont être parfois irrégulières. Tout va dépendre de comment l'adversaire joue. La gestion des ressources est complexe, parce qu'on dépend énormément des counter blasts, et on est un deck qui génère pas tant de ressources que ça, donc au bout d'un moment, la taille de notre main est limitée. C'est un deck vraiment pour les grands stratèges, ceux qui aiment bien avoir un plan du début à la fin, qui, si tous les engrenages sont bien disposés, empêche complètement l'adversaire de jouer tout en ayant de l'agressivité, mais ça demande de préparer méticuleusement sa stratégie du début de la partie jusqu'à la fin de la partie. Au niveau Vanguard, si vous vous intéressez à la faction, on peut vous recommander Shiranui, Hanzo ou Deiyuzan. En standard, à l'heure actuelle, nous avons deux decks. Nous avons l'adaptation de Shiranui en standard, et nous avons aussi Shoujo Doji, qui peuvent correspondre à la faction. Oracle Think Tank. Oracle Think Tank est le clan de la prophétie et de la connaissance. Ses mécaniques principales reposent sur le fait de piocher les cartes, la manipulation des cartes du dessus du deck, et la prédiction des prochaines cartes qu'on va avoir au-dessus de notre deck. Dans le lore, le clan est composé de voyants, d'oracles et de magiciens capables d'entrevoir l'avenir. Leurs talents sont utilisés pour fournir conseils, prévisions économiques et assistance à travers tout Krei. Au niveau du style de jeu, Oracle Think Tank, abrégé en OTT, génère son avantage principalement grâce à la pioche. Les joueurs utilisent des effets permettant de regarder les cartes du dessus du deck, ou de pouvoir trier les cartes du dessus du deck, les mettre soit au-dessus, soit en dessous, et des capacités de pioche massives. Le but quand vous jouez Oracle, c'est de maîtriser l'anticipation et de se mémoriser ce qu'on a mis dans le deck et dans quel ordre, afin de faire un peu de la programmation. Je sais ce qu'il y a au-dessus, donc quand je vais taper avec mon Vanguard, je sais exactement quel drive check je vais faire. Si je pioche maintenant, je sais la carte qu'il y a au-dessus, et si j'ai mis des cartes au fond du deck et qu'on est en fin de partie, je suis capable de dire dans quel ordre elles ont été mises, et donc de savoir exactement comment mes séquences d'attaque vont avoir lieu, et qu'est-ce que je vais avoir comme trigger offensivement, mais aussi défensivement. Sa force est donc excellente d'un point de vue défensif, parce que on pioche beaucoup, donc on a une grande main, donc beaucoup de shield. C'est un très bon deck pour les parties longues, parce que plus la partie va durer, plus on aura donc trié notre deck, et donc plus on saura exactement comment elle va se dérouler. Et donc ça permet de manipuler les triggers, pour être certain de les toucher quasiment à chaque fois. En faiblesse par contre, c'est pas un deck qui est très agressif, il ne fait pas des attaques si puissante que ça. Il va beaucoup dépendre du fait de toucher les triggers pour gagner de l'attaque. Les débuts de partie sont lents. Quand on n'a pas encore commencé à trier le deck, on est dépendant de l'aléatoire, et donc ça fait que c'est un deck qui va commencer doucement et qui va devenir impressionnant sur les fins de partie quand il aura fini son tri et quand il aura fait ses prédictions. Et généralement, c'est un deck pour finir la partie va dépendre de cartes clés pour tuer et obtenir l'attaque finale. Sans ça, il taperait pas assez fort, sans certaines unités majeures comme certains Vanguard. En parlant des Vanguard, si vous vous intéressez à OTT, vous pourrez partir sur Amaterasu, les Battle Sisters, avec Fromage par exemple, à Tsukuyomi ou encore à Susanoo. En standard, vous allez avoir Exaorb comme bon représentant de OTT, Divine Sister qui fait quand même du tri et qui permet d'amener pas mal d'unités sur le terrain pour pouvoir faire de la pioche et du card advantage, et pas au niveau des illustrations mais un peu au niveau de la mécanique, les Nebula Knight qui vont pouvoir regarder les cartes dessus du deck pour les trier et les mettre dans l'ordre de leur choix avant de taper avec le Vanguard. Pale Moon. Inspiré du monde du cirque, Pale Moon manipule la Soul comme une véritable réserve de ressources et voire votre seconde main. Ce clan permet d'envoyer des unités du terrain dans la Soul,
de jouer, invoquer des unités depuis la soul sur le terrain et donc de constamment modifier son terrain en faisant des échanges entre soul, terrain, soul. Dans l'histoire, depuis leur quartier général situé dans la Dark Zone, les artistes du cirque de Pale Moon parcourent le monde. Derrière leur façade de spectacle se cachent en réalité des assassins prêts à éliminer quiconque qui chercherait à découvrir leurs secrets sur leur nation. Pale Moon, c'est principalement un clan offensif. Les unités invoquées depuis la soul permettent d'obtenir des attaques supplémentaires, d'augmenter la puissance sur le terrain et de conserver les cartes de la main pour se défendre. Cependant, certaines capacités permettent également de protéger les unités en les renvoyant en soul. Donc, on n'est pas sensible aux retire et aux lock car si elles sont en soul, elles sont protégées. Donc, c'est un deck qui peut proposer comme clan donc beaucoup de flexibilité dans ce qu'on va vouloir jouer, invoquer, mettre en soul, ce qui permet de faire de nombreux combos variables et possibles. C'est donc un clan qui résiste au lock et au retire, car les unités rentrent et sortent constamment de la soul, et donc ça permet de s'adapter à de nombreuses situations. En faiblesse par contre, on est un deck qui repose sur la soul, donc on soul charge beaucoup, donc on peut facilement vider son deck, et donc perdre pour deck out. C'est un deck aussi qui consomme beaucoup de counterblast, et donc qui demande d'être précis sur sa gestion des ressources. Si vous vous intéressez au premium, vous pourrez jouer Ahri, Lukié, ou Nightmare Doll. En standard, comme équivalent en Pale Moon, nous avons Ahri qui a été adapté, Lukié aussi qui a été adapté, et si vous voulez des vanguards originaux standards, vous aurez Direful Doll et Al-Kassal. Royal Paladin. Les Royal Paladins incarnent les chevaliers par excellence. Ils combattent en s'appuyant sur la coopération et la solidarité entre leurs unités. Leurs capacités se concentrent principalement sur l'invocation d'unités spécifiques depuis le deck, le renforcement de leur formation d'attaque et la création d'un terrain stable et efficace. Dans le lore, Royal Paladin représente l'armée principale du royaume de United Sanctuary, l'ancêtre du Keter Sanctuary. Elle défend la nation sacrée contre les envahisseurs de toute origine, qu'ils viennent du Dragon Empire ou du Link Joker. Cette armée rassemble de nombreuses races, humains, dragons, esprits, animaux. Voilà, elle est très diversifiée. Au niveau du style de jeu, Royal Paladin cherche à économiser les cartes de sa main en invoquant directement depuis les decks les unités nécessaires. Ça lui permet de créer un terrain optimal facilement, de maintenir à la fois une pression offensive et une bonne défense. Sa force est donc, c'est un deck qui est très constant, très régulier, qui peut appeler précisément les cartes dont on a besoin, donc c'est une bonne économie des ressources de la main, et donc c'est un deck qui va être équilibré entre l'attaque et la défense. Sa faiblesse, c'est que le moindre erreur de placement d'une unité sur le terrain, si elle n'est pas placée dans la bonne colonne, peut être très pénalisant. Et donc certains decks de Royal Paladin peuvent manquer de cible à invoquer en fin de partie. À force d'avoir invoqué, si à un moment on n'a plus assez de copies de la carte, on est coincé, et donc certaines capacités deviennent inutilisables sur un deck qui commence à être très vide. Donc c'est pas non plus un deck qui va aimer les parties qui durent et on finit avec 5 cartes dans le deck. Vous vous intéressez à Royal Paladin ? Vous voulez jouer en premium ? Faut vous intéresser bien sûr à Alfred, à Majesty Lord Blaster, Altmile ou au Jewel Knight. En standard, vous avez plein de Royal Paladin. Vous avez Bastion, Alfred, version réorganisée standard, mais surtout la dernière avec le Aichi Icon, donc le Alfred Icon, qui est un excellent deck pour démarrer le jeu. Vous avez le Han, Graham Grace, Andraiser, bref, il y a du choix pour jouer à un gameplay Royal Paladin en standard. Shadow Paladin. Comme leur nom l'indique, les Shadow Paladins combattent dans l'ombre. Leur mécanique principale consiste à sacrifier leur propre unité, obtenir en échange du sacrifice des capacités extrêmement puissantes. Ces capacités peuvent être détruire des unités adverses, donner de la puissance à nos unités, ajouter des crits, réengager le Vanguard ou littéralement infliger directement des dégâts dans la zone de damage. Leur histoire, dans United Sanctuary, circule la légende d'un ordre de secret de chevaliers opérant dans les ténèbres. Les Shadow Paladins seraient responsables de nombreuses affaires mystérieuses survenues au sein du royaume. Personne ne sait si cet ordre existe réellement ou s'il s'agit d'un mythe. Le clan utilise ses propres unités comme ressources afin de remporter la partie. Pour compenser ces sacrifices, il possède de nombreuses capacités permettant d'invoquer gratuitement depuis le deck. Le résultat est un style de jeu très agressif qui maintient constamment un terrain menaçant. La principale force de Shadow Paladin, c'est la grande variété d'effets offensifs-agressifs. Les unités sacrifiées quittent souvent le terrain pendant la phase de combat, donc elles peuvent déjà taper puis ensuite être sacrifiées. Donc c'est un deck qui va résister au lock, au paralyze, au retire, et donc c'est un deck qui va avoir une forte pression offensive. Cependant, une partie longue va devenir problématique, car il va plus avoir d'unités à sacrifier. Certaines variantes dépendent de cartes précises pour rester sur le terrain et faire leur combo d'agression. Et donc, il peut être vulnérable lorsque on a un tour où on laisse des unités
clés sur le terrain. À ce moment-là, si on a oublié de les sacrifier et qu'on se prend un lock, un paralyze, c'est un peu dommage. Les Shadow Paladins vous intéressent? Dans ce cas-là, je peux vous recommander, si vous voulez faire du format premium, soit de partir sur Phantom Blaster Dragon, Revenger Raging Form ou Dragheart Luard. En standard, vous allez retrouver comme Shadow Paladin Yuzberk, Luard adapté en standard avec sa version Crest. Vous aurez aussi donc Phantom Blaster Dragon, et si c'est juste pour les artworks, on peut aussi compter Undercover comme un Shadow Paladin. Spike Brothers. Les Spike Brothers sont une équipe sportive pratiquant un sport violent, le Gallows Bowl. Ce clan est connu pour accumuler ses ressources pendant plusieurs tours, pour déchaîner ensuite une offensive massive en un seul tour, pour terminer la partie rapidement en un tour. Les Spike Brothers sont obsédés par la victoire. Dans le Gallows Bowl, presque tout est permis. Vous avez le droit de porter des armes, vous avez le droit d'avoir des modifications corporelles, des mutations, des produits expérimentaux, de la magie. C'est du football américain violent. Les matchs se terminent souvent avec des joueurs grièvement blessés, voire morts. Niveau style de jeu, c'est vraiment un clan qui prépare son tour final. En fait, pendant plusieurs tours, il fait pas grand chose, et d'un seul coup, il envoie la sauce, il vous inflige 5 dégâts d'un coup, vous n'avez rien vu venir, c'est normal, c'est Spike Brothers. Durant ce tour final, il va mobiliser toutes les ressources qu'il a accumulées durant la partie, pour faire de multiples attaques, augmenter massivement sa puissance, et tenter d'achever l'adversaire. C'est donc une de ses forces, c'est que c'est l'un des decks les plus offensifs du jeu, l'un des plus dangereux là-dessus. Il peut à la fois faire plusieurs attaques, très nombreuses, et en même temps qu'elles soient très puissantes. Et certaines attaques deviennent encore plus menaçantes si elles touchent leur cible. Par contre, en faiblesse, c'est un deck défensivement très faible, qui a peu de ressources pour survivre, qui a du retire, du lock, etc. Et c'est un deck qui va avoir beaucoup de mal face à des défenses très fortes qui n'ont pas été prévues dans son tour final. Par exemple, un trigger qui est proc du côté adverse, qui l'empêche de continuer de taper, un bon Gigardian de placer, une sentinelle qu'on n'avait pas vu venir. Son but, c'est littéralement, c'est j'attends, et d'un seul coup, j'ai toutes mes ressources, j'ai tout mon combo chargé, on tue en un tour. Comme Vanguard en premium, vous pourrez partir soit sur Rising Nova, soit sur Dudley Lucifer, soit sur Juggernaut Maximum. En standard, on n'a qu'un seul représentant de Spike Brothers, et il s'agit de Vayamance Bruce. Tachikaze. Les Tachikaze sont composés de dinosaures dragons ressuscités. Ce clan repose sur le sacrifice de ses propres unités, le gain de puissance, l'obtention d'attaques supplémentaires, et la récupération des ressources perdues à la fin du tour, généralement. Dans l'histoire, avant l'ère des dragons, que ce soit les dragons de feu ou les dragons de foudre, il existait les Dino-dragons, qui dominaient le Dragon Empire. Sauf qu'après leur défaite face aux dragons de feu, les survivants furent intégrés dans une force militaire spécialisée qu'ils ont nommée Tachikaze, placée sous la supervision des Kagero. Les Tachikaze, niveau style de jeu, ils maintiennent une pression offensive constante en recyclant leurs ressources. Souvent, ce sont des cartes qui peuvent revenir sur le terrain après avoir été sacrifiées, fournir donc du bouclier du shield, renforcer des unités qui sont restées sur le terrain et déclencher des effets quand elles sont sacrifiées ou quand elles ont été dégagées. Ça permet d'avoir une bonne pression offensive, ça peut produire des tours agressifs de manière régulière car il ramène ses ressources quasiment tous les tours et force souvent l'adversaire à dépenser beaucoup de cartes pour se défendre de leur attaque. Et donc c'est un deck qui se recycle très facilement. Par contre en faiblesse, c'est un deck qui dépend donc de ses rearguards, donc souffre du lock, du paralyze et du retire. Il a une mauvaise gestion des counterblast parce qu'il dépense beaucoup en CB mais il n'a pas beaucoup de moyens de les récupérer et surtout a besoin d'un terrain exploité qui est développé pour pouvoir faire toutes ses capacités. C'est-à-dire qu'au début, vous allez quand même devoir au moins le premier tour tout jouer depuis votre main et après seulement vous pourrez les recycler facilement. Comme Vanguard chez Tachikaze, je peux vous recommander Spino Driver, Gaia Emperor, Raptor Colonel, Anger Blader. En standard, vous allez retrouver comme équivalent Venaciol, Spino Marquis, et pour les artworks, vous avez aussi Gargurex. Et voilà ce qui conclut cette vidéo présentation de tous les clans de Cardfight Vanguard. J'espère que cette présentation de tous les clans vous aura plu. Je suis pas rentré dans les détails pour toutes les stratégies, chaque Vanguard, ce qu'ils font. C'était pas le but, c'était vraiment de vous donner envie, soit de voir de nouveaux decks, soit de vous intéresser au format premium. On essaiera petit à petit sur la chaîne de vous montrer quelques games, comment ça se passe. C'est un format qui permet beaucoup de combos et de choses très drôles à faire, en combinant les cartes anciennes et les nouvelles qui sortent en ce moment dans le standard. C'est pour ça, faut pas hésiter à combiner les deux. Vous avez vu un Vanguard ancien qui vous plaît, n'hésitez pas à par exemple le combiner avec un Vanguard standard de la liste. Et vous allez pouvoir faire des choses très marrantes. En tout cas, n'hésitez pas à vous abonner, n'hésitez pas à mettre un petit commentaire et un like. C'était beaucoup de travail cette vidéo, donc ça me ferait plaisir. La prochaine fois,
Est-ce que je referai des vidéos sur les clans, sur le premium, ou est-ce que vous voulez des deck profile sur certains decks qu'on a vus dans les listes que je vous ai fait? En tout cas, si vous n'êtes pas déjà avec nous, n'hésitez pas à rejoindre le Discord, si vous souhaitez faire des parties, si vous avez des questions, si vous souhaitez avoir des news sur les prochaines cartes qui vont sortir. Voilà, tout est dans notre Discord. Je vous souhaite plein de critical triggers dans vos parties. Allez, à la prochaine. Salut!